victoire en carrière, sa première sous les couleurs rouges de Ferrari. George Russell et Lando Norris complètent le podium. Ça se resserre au classement pilote car le leader Antonelli a abandonné. Premier français, Isaac Hadjar a pris la 6e place juste devant Pierre Gasly. Voilà pour l'essentiel de l'actu sportive. Liberté, diversité, proximité. Vous êtes sur RGB. Le 100% football amateur, c'est l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond pendant une heure. Autour d'une équipe de consultants, retour sur des résultats, sur un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule, de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. Bonsoir mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous sommes ensemble pour un peu moins d'une heure. Une team 3 étoiles autour du plateau. Kevin Bérébi, Daoud Daribo et Jean-Gabriel Houillon. Bonsoir messieurs. Salut Farid. Salut Farid. Bonsoir Farid et bonsoir aux consultants top. Au top, exactement. Le programme de ce soir qui est à l'écran. Mbappé doit-il changer? France-Sénégal, faut-il s'inquiéter? Brésil-Maroc, que faut-il retenir? La sécurité au mondial, l'été où le foot manquera d'air et on finira. Didier Deschamps va-t-il nous manquer? Vous êtes au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM avec Axel et Damien aux manettes. C'est parti pour le 41e numéro de la saison. Le 100% football amateur, spécial Coupe du Monde 2026. Et oui, spécial Coupe du Monde 2026. Messieurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et notamment avec le match qui nous attend demain, France-Sénégal, avec le capitaine Kylian Mbappé. Doit-il changer? Il a fait une saison mitigée du côté du Real Madrid. Leader attendu des Bleus. Mbappé doit-il évoluer pour franchir un nouveau cap en sélection? Jean-Gab? Évoluer, changer de poste éventuellement ou de comportement vis-à-vis de l'équipe? Les deux, à toi de voir. Ouais, je pense qu'il imprime quand même son leadership de manière assez forte. On le voit régulièrement en train de discuter avec Didier Deschamps. Je pense qu'il est parti pour jouer en numéro 9 comme il joue au Real Madrid. Donc pour ceux qui s'attendent à le voir évoluer sur un côté, je pense que ça ne sera pas le cas pendant cette Coupe du Monde, mais je peux me tromper. Je serais Donc curieux tu d'avoir penses qu'il est dans les beaux papiers du sélectionneur Didier Deschamps? Je pense qu'il est vraiment dans les papiers. Moi, je vois pas de raison de le changer en fait. Vraiment? Aujourd'hui, on a affaire à celui qui va être incessamment sous peu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ah, j'ai eu peur, je pensais que tu parlais du futur Ballon d'Or. Je lui souhaite. Ça serait bon signe peut-être pour nous aussi. Même si je pense que si on va au bout, il y aura peut-être des joueurs qui jouent aussi au PSG qui passent devant, mais ça c'est un autre débat. Je pense que je pense que Mbappé a pas besoin de changer. Après, évidemment, il est clivant, comme beaucoup de grands joueurs. On aime, on n'aime pas. Il y a évidemment des attitudes, des fois, ça fait tiquer. Est-ce que la complémentarité avec les autres joueurs est remise en cause? Je ne sais pas. Aujourd'hui, l'équipe de France fait partie des favoris. On va déjà attendre de voir ce que ça donne sur les 2-3 premiers matchs. Daoud, Écoute, je te sens perplexe. Non, c'est pas ça, parce que moi je dirais plutôt peut-il changer? C'est pas doit-il, c'est peut-il changer déjà? Première chose, est-ce que lui, il peut changer? Sa façon de faire, sa façon il a 27 ans. Donc lui demander des choses peut-être qu'il n'a pas fait, je pense que c'est propre à chaque joueur. Je pense que lui, il a ses capacités qu'on attend, c'est de défendre. Je pense qu'il n'est pas là pour ça. C'est un buteur, c'est quelqu'un qui finit les actions et on va l'attendre là. Tant qu'il marquera des buts, voilà, il est indispensable. Aujourd'hui, c'est le maillon fort de Didier Deschamps. On peut dire ce qu'on veut, c'est le capitaine de l'équipe. Moi, je suis pas grand fan par rapport à l'animation offensive avec les autres, mais en tout cas, c'est un garçon qu'on va attendre nous faire gagner, à marquer des buts. C'est là qu'on va l'attendre. Je vais peut-être le dire autrement, messieurs. Est-ce un problème de joueur ou de système autour de lui? Mais il gagnerait peut-être quand même à participer un tout petit peu plus aux tâches défensives, qu'il en est moins que les autres.
Je suis d'accord. Vraiment pour toi, il doit pas faire autant d'efforts qu'un Doué, Barcola. Non, parce que c'est Dembélé. C'est le capitaine de l'équipe. Comme dit Daoud, il sera jugé sur le nombre son nombre de buts. Donc c'est un peu la star. Je pense qu'il assume ce statut en équipe de France. Le football se joue et se gagne à 11. C'est pour ça que je dis qu'il gagnerait quand même à participer davantage un petit peu aux tâches défensives. Pour l'anecdote, après, moi je suis pas dans les petits papiers, j'y connais rien, mais il paraît qu'il y a son frère qui lui a posé une question et qui lui a dit à quel moment tu vas te mettre à défendre, et il a dit je vais le faire. Mbappé en Coupe du Monde, il a jamais été décevant. Alors on peut toujours en attendre plus. Le problème c'est quand on a un leader, on en veut plus. Mais Mbappé aujourd'hui, c'est deux participations en Coupe du Monde, une victoire, une finale, meilleur buteur sur la dernière édition. Triplé en finale. S'il fait ce qu'il a fait à la dernière compétition, qu'est-ce qu'on veut dire ? Ok, il défendra pas. Si l'équipe de France peut sortir du piège des grosses nations, comme ça avait été fait contre l'Angleterre sur la dernière compétition, par exemple, où ça avait été un match difficile, où les Anglais avaient raté un penalty, on s'en était bien sortis, okay, c'est clair. Tout à fait, ouais. Mais si on va au bout avec un Mbappé qui défend pas, je suis d'accord que collectivement, moi, je préfère l'Espagne, je préfère des équipes, des blocs qui ont des idées de jeu, qui ont des liens entre les joueurs. C'est vrai. Ouais, mais est-ce que l'idée qu'on a, nous, de Mbappé, c'est faire le voir faire ce que fait Dembélé à Paris? Je pense qu'il est là, le truc. Ah. On a l'idée de voir que lui doit faire ce que fait Dembélé, parce que nous, on est en France, on voit que ça fonctionne, on pense que ça. Mais déjà, Didier Deschamps, mais Deschamps avec l'équipe de France, c'est pas du tout la même animation, c'est pas du tout la même façon de travailler. Et est-ce que lui, il est capable de défendre comme Dembélé peut le faire? Est-ce que mentalement parlant, dans son approche de son rôle, il est capable de le faire? Moi, je suis pas certain qu'il est capable de le faire. C'est pas, on voit même que il va peut-être le faire parce qu'on va lui demander de le faire, mais c'est pas inné chez lui. Et je pense qu'il faut prendre un recul par rapport à l'animation qu'on peut voir avec Paris, de Dembélé, comment il est, Mais tu penses que c'est inné du côté Dembélé et il a appris? Ouais, mais je pense que c'est pas ce qu'on va lui demander. Je suis persuadé que c'est pas ce qu'il demandait des Deschamps. J'en suis sûr, certain. Justement, Dembélé en équipe de France, il n'aura pas le même poste que Dembélé au Paris Saint-Germain. Et donc, il va se poser aussi la question de la complémentarité avec Mbappé. Une balle dans le pied. Il y a quelque chose qui fonctionne en club avec le Paris Saint-Germain. Ouais, mais l'animation n'est pas la même, Farid. Moi, je pense qu'il n'y a pas du tout la même animation. Il travaille, le PSG avec Luis Enrique, c'est 2 ans de travail, c'est un travail au quotidien pour arriver à structurer les déplacements entre les joueurs, surtout au pressing. On voit bien que c'est pas n'importe comment, tout est millimétré. Là, Deschamps, c'est une autre façon de faire, une autre façon d'animer. Il a joué la carte offensive. Forcément, il devra faire du travail défensif. Sinon, il va y avoir. Mais peut-être qu'ils vont compenser différemment par rapport à ses qualités. Moi, je suis persuadé que ça va tourner comme ça. Et voir les deux dans la même zone de jeu, ça te gêne pas parce que moi, ça me gêne sur le plan offensif. Parce que, en fait. Oui, mais parce qu'il n'y a pas que lui, il y a Olysée aussi. Il y a Olysée, mais Mbappé va jouer en 9. Dembélé en 9,5, donc il est juste derrière. Par contre, sur les ailes, c'est assez clair avec Doué d'un côté et Olysée de l'autre. Mais l'axe, ils vont être 2 pour prendre l'axe. C'est ce qu'on a vu au dernier match. Après, ça dézone. La relation, elle est. Ça dézone énormément. Et pourtant, c'est les meilleurs amis du monde. Oui, mais ça après. Relation foot, est-ce qu'ils sont connectés? Normalement, les grands joueurs de football. La question de savoir si Mbappé doit changer. Une connexion. On parle souvent du travail défensif d'Mbappé. On ne lui reproche que ça, on ne lui reproche pas autre chose. Maintenant, pour lui dire ce qu'il peut changer dans sa façon de jouer avec la connexion avec les autres joueurs, ça, c'est l'animation que met l'entraîneur, le sélectionneur aujourd'hui. Dernier point, Kevin. Aujourd'hui, je vais peut-être dire quelque chose qui est un peu énorme, mais je pense que la star de l'équipe de France, ça va être Olysée sur la Coupe du Monde. Mbappé, peut-être que ça va pas lui plaire. Ok, il a le brassard. Ok, ça reste un joueur majuscule pour l'équipe de France. Moi, j'ai envie de dire, mets-toi dans les meilleures conditions pour être performant. Mais à mon avis, celui qui va nous faire briller, je vois plus Olysée qui est un facilitateur collectif, qui met du lien, qui met de la relation entre les joueurs, qui est capable de jouer pied droit, pied gauche. Moi, voilà, je suis pas inquiet sur le fait que l'équipe de France va performer. J'ai pas envie qu'on se dise faut changer Mbappé. Aujourd'hui, il a 27 ans, on le connaît par cœur. On sait. Pour toi, Mbappé qui a 27 ans, il peut pas changer. Pourquoi tu veux le faire changer? Hormis le fait qu'il n'ait pas gagné la Ligue des Champions. Le football a évolué, non? Oui, mais il a mis 30 buts en Espagne cette année. Il est meilleur buteur. Je pense qu'un mec qui met autant de buts, en fait, ne peut pas être un problème. Après, peut-être que ça nécessite des adaptations. On n'est pas avec eux au quotidien. Ce que dit Daoud, c'est vrai sur le fait que le travail de Luis Enrique au quotidien au PSG amène des résultats, mais c'est pas le même milieu de terrain. Il n'a pas les mêmes joueurs. On pourrait bêtement dire, on pourrait dire, on met ce qui se fait au PSG avec les joueurs français du PSG, on les met. Et donc, Kevin, on sélectionne bien les meilleurs joueurs français. Donc, pas forcément.
Quand Cantona fait pas la Coupe du Monde en 98. Et Ginola non plus. Ouais. Voilà. Et c'est l'animation qui est importante dedans. Moi, c'est l'animation, c'est l'équilibre de l'équipe. On sait que Deschamps, c'est la première fois qu'il va jouer à 4 devant, là. Je pense qu'il est. Ça se confirme. Ça fait un petit moment qu'il a dû mettre son animation en place. Et je pense qu'il va mettre Mbappé dans les meilleures dispositions. Moi, je suis quasi certain que c'est Mbappé qui va être le maillon fort de Deschamps. Ouais, mais surtout dans les gros matchs, finir, surtout à partir des huitièmes d'écart, dès qu'il y a de l'enjeu, dès que c'est des moments importants, il est décisif, Mbappé. il est toujours présent en fait. C'est ça qui. Et je suis pas un grand fan non plus, mais j'avoue que voilà, c'est un mec, il est capable sur un coup de patte de te faire gagner les matchs. Et puis on dit qu'on va jouer à 4. Je pense que si Doué est sur le terrain, tu vas avoir un lien entre le milieu de terrain et l'attaque, et lui va faire le troisième milieu. Par contre, je pense qu'on va pas jouer à 4 devant pendant très longtemps. On va jouer à 4 jusqu'au 8e, et après, connaissant Deschamps... En fonction des adversaires. On va vite revenir à 3 au milieu. Est-ce que ça va donner dans les premiers matchs, je pense au premier match, demain, on va voir comment ça va évoluer. Si ça se passe mal, exactement. Si ça se passe mal. Je prends la balle, Daoud. Notre deuxième sujet pour nos auditeurs auditrices, France-Sénégal. On est à 24 heures de ce match. Match de la peur ou pas, je ne sais pas. France-Sénégal, le 3e face au 16e au classement FIFA. Selon vous, simple match d'ouverture du groupe I ou vrai piège psychologique des Bleus, Kevin? Je vois Daoud qui a un maillot du Maroc. Je pense qu'on est dans le même cas que le Brésil. Et toi, tu as le maillot de l'équipe de France. Ouais, je mets de l'équipe de France, évidemment. Mais je pense qu'on est dans le même cas que quand le Brésil il joue le Maroc au premier match. Ou les Pays-Bas, le Japon. On n'est pas sur une petite nation en face. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Si on avait joué une plus petite nation, ça nous aurait peut-être laissé le temps physiquement de monter en puissance. Aujourd'hui, c'est un gros en face. Sachant que l'équipe de France, c'est un diesel en compétition internationale. Parce qu'ils visent la deuxième partie de compétition, comme beaucoup de sélections majeures qui fixent leur préparation dans cet objectif-là. Mais la France joue un gros morceau. Faut pas avoir peur de dire les choses. Le Sénégal, c'est une grosse équipe. Je pense que le fait qu'on ait perdu contre la Côte d'Ivoire, ça va nous permettre de... Piqûre de rappel. Ouais, d'être un peu plus vigilant sur certaines choses. Après, ça va peut-être donner des billes aussi aux Sénégalais, mais il y a des grands joueurs en face. Après, je pense que quand tu es l'équipe de France, si tu as peur de jouer le Sénégal, le Maroc, le Brésil ou n'importe qui, il va y avoir un souci. Non, aujourd'hui, on fait partie des grosses équipes du plateau. On a un bel adversaire en face. Ça sera un grand match de foot. Après, je pense qu'on est capable de gagner. Moi, je pense qu'on est un petit peu à l'abri des mauvaises expériences. Je crois que c'était en 2002, là où on perd 1-0 en Coupe du Monde contre le Sénégal. À Séoul, match d'ouverture. Match d'ouverture, donc je pense que tout le monde a ça en tête. Je pense qu'il y a aussi le staff de l'équipe de France avec Didier Deschamps. À l'époque, il y avait quand même un excès de confiance. Oui, mais je pense qu'on est à l'abri justement de cet excès de confiance. Et je pense aussi qu'on est à l'abri du syndrome Brésil qui est arrivé... contre le Maroc où ils ont été un petit peu perdus pendant la première mi-temps. Ils avaient peur en fait de l'enjeu. Et je pense qu'avec le staff de l'équipe de France actuelle, je pense qu'on est à l'abri en fait de ça. Je pense que Didier Deschamps saura préparer les joueurs dans les meilleures conditions. Et si on regarde vraiment que le niveau football, je pense que la France est quand même au-dessus. Daoud? Ça va être un grand match parce que c'est comme le bon. Ils ont gagné le championnat, la CAN, le Sénégal. Ils vont très vite devant. Est-ce que le fait de jouer à 4, ils vont laisser le ballon à l'adversaire comme a fait la Côte d'Ivoire et attendre les Français pour les prendre en transition? Là, on sera peut-être en difficulté. C'est un premier match. Moi, je pense que connaissant un peu Deschamps, rappelez-vous, à chaque fois, il ne faut pas perdre les premiers matchs. Moi, je pense surtout pas perdre. Et la confrontation, ça va être ouvert. On a des joueurs de qualité qui peuvent faire de la différence à tout moment. L'excès de confiance, je ne crois pas trop. Mais ça va être un match. Moi, je pense que ça va être un match à 50-50. Mais vraiment. Ouais, je pense que ça va être un match serré. En face, ils ont des joueurs qui vont nous poser des problèmes. Ils vont nous poser des problèmes en transition. Sinon, je pense qu'ils vont nous laisser le ballon. Je le rappelle, en 2002, le Sénégal était 42e au classement FIFA. Demain, le Sénégal est 16e. Donc, on voit une évolution quand même du football africain et notamment du Sénégal, Kevin. Ah oui, que le football africain soit en plein essor. Je suis désolé, je reprends le même exemple. Aujourd'hui, ce que le Maroc fait, c'est exceptionnel. Je pense que le Sénégal est quasiment au même niveau. On l'a vu sur la finale de la CAN où c'était très serré. Aujourd'hui, je vais peut-être dire des choses qui peuvent déranger un petit peu, mais tout le monde prend les équipes africaines au sérieux, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Après, la majorité des grands joueurs africains jouent déjà dans des grands championnats. On le voit même à travers les binationaux. Ayoub Boadi aujourd'hui décide de représenter le Maroc
chose qui aurait peut-être été moins pensable il y a quelques temps. Mais pour revenir sur ce qui nous concerne, voilà, aujourd'hui, les sélections africaines sont bien préparées, ont des grands joueurs. Ça va être un grand match de foot. Et encore une fois, je pense que nous, on est l'équipe de France. On doit avoir peur de personne en respectant nos adversaires. Jean-Gabriel, par rapport à l'adversaire, c'est vrai, le Sénégal, quel est, selon toi, le danger numéro 1? C'est les Sadio Mané, Jackson, Mbaye, Ndiaye, leur milieu de terrain? Après, je pense que le danger, il est plutôt au niveau tactique. Je pense que le Sénégal va jouer regroupé derrière. Ouais. Bloc bas ou médian? Bloc bas ou bloc médian. Donc l'idée, ça va être d'avoir des longs ballons derrière le dos des latéraux. Mais je pense que le staff de l'équipe de France est bien au courant. Donc je pense après, on peut toujours avoir un contre malheureux ou une erreur de joueur. Mais je pense que sur la domination française, avec les 4 fantastiques là, dont on parlait tout à l'heure, avec des joueurs qui sont capables de dribbler dans un mouchoir de poche, comme je pense à Désiré Doué, je pense qu'on va forcément marquer. Avoir des occasions. On va forcément avoir des occasions, on va forcément marquer. J'aimerais quand même vous faire réagir. Messieurs, on parle énormément de notre pouvoir offensif. Mais la défense n'est pas non plus la sécurité sociale, et notamment les latéraux. Est-ce qu'on doit craindre notre défense, Daoud? Moi, sur les latéraux, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que alors je sais pas point faible, mais c'est peut-être l'endroit où on est le moins fourni. Les centraux, c'est très fort. Upamecano, Saliba, c'est costaud. Au milieu de terrain, c'est plus de récupérateurs. Donc je pense que ça peut le faire. Après, c'est d'arriver face à un bloc bas. Ils nous attendent, de défendre, de tourner, pas réussir à trouver la faille. Mais on a des arguments avec des joueurs de couloir. Là, les 1 contre 1, ils sont très bons. Ça va être Doué et Olysée. Ils sont capables à tout moment d'aller éliminer. Et Dembélé et Mbappé, s'il n'y a pas de profondeur, par contre, on va être en difficulté. C'est ce qu'on a vu un peu quand on joue contre la Côte d'Ivoire, on tourne en rond. Mais il n'y aura pas de profondeur. Voilà, il n'y en aura pas. C'est ça le truc. Donc, il va falloir être très très bon dans l'animation offensive. Et patient. Une autre façon de répondre à ta question, Farid, c'est de voir que sur la défense de l'équipe de France, je trouve que les 2 latéraux ne sont pas des titulaires indiscutables. Moi, je verrais bien, par exemple, un Zaïre Emery. Tu me fais plaisir, Jean-Gabriel. Et à gauche, je pense qu'il y a photo entre Digne et Hernandez. Je pense qu'il n'y a pas vraiment 2 latéraux qui s'imposent fortement. C'est pour ça que c'est peut-être un peu effectivement le point faible pour reprendre ton expression. Toi, Kevin, si tu es dans la tête de Didier Deschamps, est-ce que demain on peut voir une surprise sur la compo à droite tout comme à gauche? Deschamps, il va pas s'embarrasser à faire des calculs, à tenter des paris. Après, je pense qu'on a une animation qui est un peu asymétrique avec les latéraux, puisqu'on a quand même à gauche, notamment quand c'est Hernandez qui joue, un garçon qui est dévoreur d'espace, et même si des fois dans son dos c'est un peu plus compliqué sur les phases défensives, d'où le fait que Saliba derrière il sera important. Et il joue complémentaire avec Doué, c'est ça. Qui fait les efforts. C'est ça. Et je pense qu'à droite, Koundé, qui est un central de formation, va être plus structuré, plus organisé, de façon à ce qu'à la perte du ballon, on soit toujours 3 derrière avec 1 ou 2 6, de façon à faire ralentir et à réorganiser l'équipe. Après, là où ça peut être dérangeant, c'est notamment quand Olysée est en possession du ballon, parce que l'apport de Koundé peut lui permettre de rentrer sur son pied gauche et d'aller créer quelque chose, alors que quand il est en 1 contre 1, il peut éliminer n'importe quel adversaire sur la planète. Mais il suffit qu'il y ait une prise à 2, comme ça a été fait par le PSG contre le Bayern. C'est un peu plus compliqué pour lui et il crée moins de surprises. Donc, je pense que les latéraux, il ne va pas y avoir de surprise demain. On a quasiment la compo. On est tous plus ou moins d'accord là-dessus. Mais je pense que voilà, l'équipe de France va peut-être être mise en danger sur les transitions, mais peut faire tellement mal offensivement que si on a le bonheur de marquer assez rapidement, on peut se rendre le match un peu plus facile. Mais encore une fois, on ne joue pas une équipe en carton. Pour terminer sur ce match, messieurs, avant de passer au 3e sujet, on en a parlé en premier sujet, mais c'est quand même une grosse affiche, France-Sénégal. On parlera après du Brésil-Maroc. Est-ce que Didier Deschamps peut se permettre de jouer avec 4 joueurs offensifs? Est-ce que c'est vraiment dans l'ADN de Didier Deschamps, Jean-Gabriel? Alors moi, je pense que c'est pas du tout dans l'ADN de Didier Deschamps. Je pense que quand on a 4 offensifs dans une équipe, on reconnaît pas la patte de Deschamps. Mais moi, je pense que c'est pour le début de la compétition. Moi, je pense qu'assez rapidement, si on a la chance d'être qualifié pour les 8e, après, on retrouvera un milieu à 3. Il sortira un attaquant. Ça, je le vois vraiment gros comme une maison, quoi. C'est-à-dire que là, pour commencer,
on peut donner du crédit à cette mais ça va pas, à mon avis, ça va pas durer très longtemps. Messieurs, dernier mot peut-être, Daoud, Kevin. Après, nous, on pense qu'on va dominer excessivement, qu'on va tomber peut-être pas. Peut-être que demain, les Français vont peut-être jouer un peu plus prudent. C'est le match d'ouverture. Tu sais, moi, je regarde toujours les matchs à Didier Deschamps dans toutes les compétitions. Le premier match, souvent, il attend, il patiente. Tu perds pas le premier match. Parce que si tu perds le premier match, tu te mets en difficulté, tu te mets dans le dur. Bon, après, il y a les troisièmes qui sont qualifiés. Donc, ça peut te permettre aussi de dire, je peux jouer avec les 4. Peut-être qu'il va animer, peut-être que Doué va rentrer. On sait qu'Olysée, il défend. Peut-être qu'on pense, nous, dans notre... Un 4-2-4, mais ça va être un 4-4-2. Pas du tout. C'est peut-être un 4-3-3 où il y en a qui va rentrer à l'intérieur. Et être prudent, pas perdre le premier match. C'est bien possible, non? Pas partir à l'aventure comme on pense peut-être, nous, inconsciemment, avec les joueurs qu'on va partir à l'aventure. Il y aura peut-être une structure qui sera peut-être un petit peu plus attentiste aussi. Kevin, dernier mot peut-être? Non, pour moi, on n'ira pas à l'aventure. On a des forces offensives, mais ça va pas être porte ouverte. Je pense qu'on avait gagné 1-0 sur notre dernier match. En 2018, c'est l'Australie, on gagne 2-1. Match ouvert, ça va être un match difficile. Dernière Coupe du Monde. À chaque fois, on est monté crescendo. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, face à un adversaire de qualité, non, il ne va pas faire n'importe quoi. Maintenant, je suis confiant quant au fait qu'on va marquer. Après, défensivement, on verra. Exactement. Le football n'est pas une science exacte, mais on attend ça avec impatience. Chers auditeurs, auditrices, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus au 100% football amateur sur RGB. C'est un spécial Coupe du Monde. Le 100% football amateur au cœur de la Coupe du Monde 2026. Parlons, messieurs, maintenant, on le voit sur l'écran, Brésil-Maroc, que faut-il retenir du groupe C, duel animé quand même, entre les quintuples vainqueurs de la Coupe du Monde et les champions d'Afrique en titre, sur tapis vert, certes. Est-ce un premier grand test réussi du Brésil, version Ancelotti, Kevin? Réussi, non. Mis à part la première mi-temps. Oui, mais un match, c'est 90 minutes, donc déjà, si on en enlève la moitié, c'est plus compliqué. Non, moi j'ai été alors pas surpris parce que je les ai vus plusieurs fois, notamment à la CAN, mais le Maroc c'est quand même une sélection solide, c'est structuré. Même s'ils ont changé de sélectionneur. Exactement, mais je pense que Wabi, je crois, sélectionneur qui a eu les U20, qui a été champion du monde avec eux, connaît bien la génération qui arrive. Hormis offensivement où ils peuvent avoir un petit peu de juste, ils sont un peu limités peut-être, mais en tout cas ils ont mis un très beau but. Mais sinon, le reste de l'équipe, il y a quand même 3-4 joueurs qui toqueraient à la porte pour être titulaires en sélection du Brésil. Donc je pense que le Brésil a quelques beaux noms aussi, attention. On a tendance à dire qu'il y a moins de talent qu'avant. Il faut regarder la sélection brésilienne, il y a quand même des très gros joueurs. Après, c'est une sélection peut-être qu'on attend moins pour l'instant, même si le Brésil, ça parle toujours aux gens qui connaissent le foot, mais actuellement, on les attend moins que d'autres sélections, notamment européennes. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié l'entame de match du Maroc avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. 20-30 minutes, le Brésil n'a pas Ah ouais, exactement. Un Bouhaddi qui a été étincelant au milieu sur tout le match, qui a roulé sur Casemiro et Bruno Guimaraes. Je pense que le Maroc peut s'en vouloir un petit peu de ne pas avoir enfoncé le clou et de prendre un but sur une des rares vraies occasions du Brésil. Je pense que si c'est Hakimi et pas, je crois que c'est El Ainaoui qui est sur le côté. Si c'est Hakimi, il le laisse pas rentrer à l'intérieur comme ça. Donc c'est des détails. Le Maroc doit se servir de ça en se disant qu'ils sont capables de performer face à une bonne sélection. Maintenant, ils doivent aussi avoir en tête que quand l'adversaire il est pas bien, il faut scorer parce que sinon il reste à portée de fusil, quoi. Jean-Gabriel, je voudrais te faire revenir sur le jeune Bouhaddi, 18 ans. Performance étourdissante pendant tout le match. Peut-être certains ont été étonnés, mais on le voit jouer à la Ligue 1 avec le LOSC. C'est la confirmation d'un talent pur. Oui, je pense que c'est la confirmation d'un talent pur. Et je pense qu'on parle beaucoup d'Arsenal là, qui serait prêt à faire un chèque de 70 voire 75 millions d'euros pour le recruter. Arsenal, il se trompe rarement sur les jeunes talents. Donc oui, je pense que le Maroc a vraiment fait une bonne entape de Coupe du Monde. Et quant au Brésil, moi je fais partie de ceux qui sont un peu déçus par la qualité de jeu du Brésil. C'est vrai qu'on s'attend toujours avec le Brésil à avoir des gestes techniques assez incroyables. Mais je pense qu'il y a quand même, avec les joueurs qui sont là, la possibilité de mieux jouer au football et notamment devant, quoi. Quand on voit que l'attaquant numéro 9 du Brésil, c'est Igor Thiago, qui joue à Brentford, si je ne m'abuse. Si le numéro 9 de la sélection brésilienne joue à Brentford,
c'est qu'il y a un petit souci. Daoud, on a parlé de Bouhaddi côté Maroc, parlons côté brésilien. Vinicius, c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? Mais en fait, Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur européen et le Brésil joue comme une équipe européenne. Moi, je suis pas surpris. Et Vinicius, il l'a fait combien de fois au Real, ce but-là? Il nous l'a mis combien de fois? On le connaît, la spéciale Vinicius. Après, attention, moi je pense qu'on mésestime le Brésil. Il ne faut pas s'imaginer que le Brésil, c'est le football qu'on a connu dans les années 80, avec des grands joueurs. Là, on dirait une équipe européenne, structurée. Le Maroc, je trouve qu'ils ont un numéro 9, parce qu'ils n'avaient pas le dernier à la CAN, là, je trouvais. Il manquait quelqu'un devant, le but qu'il met. Mais c'est un reconverti attaquant. Voilà. Il est milieu de terrain. Sur la prise de balle et son appel est magnifique. Ah oui. S'ils arrivent à avoir ce numéro 9 qui est capable. Et un petit bijou de Brahim Diaz. C'est pas très bien défendu. C'est pas très bien défendu quand même, mais la passe est magnifique. La passe est magnifique. Mais l'intervalle. Et sa prise de balle et sa finition, est top niveau. Je reviens sur ce que tu dis, Daoud. T'es pas un petit peu chagriné quand même de voir le Brésil jouer comme une équipe européenne? Parce que quelque part, c'est pas leur culture. Même s'ils portent quand même le maillot du Maroc. Mais si tu connais, on l'a vu, le Brésil 82-86, ils nous ont fait rêver ces mecs-là, les Ronaldo, même 2002. Mais on voit qu'en termes de qualité technique individuelle, c'est moyen. Casemiro joue encore. Je l'aime bien, mais si c'est lui qui il a disparu dès les premières minutes. C'est le Casemiro du Real. C'est plus le mec du Real. Mais maintenant, ils ont des joueurs, un collectif, une défense centrale. Bon, là, sur le but, s'ils prennent ce but, mais Gabriel, Marquinhos, c'est plutôt solide. Ouais, c'est solide. C'est une équipe européenne qui va poser des problèmes. Alors, est-ce qu'ils vont gagner? Peut-être pas, mais ils vont poser beaucoup de problèmes à les équipes. Même si je pense que le football brésilien, on l'a perdu. C'est le côté qu'on aimait bien, le côté samba festif, là. Je pense qu'on l'a perdu depuis peut-être, Kevin, le côté samba, parce que je pense que c'est surtout le Maroc qui a dansé le samba avec le Brésil. Mais est-ce que on n'attend peut-être pas un peu trop de Neymar? Moi, j'attends rien de Neymar. Alors, je suis désolé, c'est un peu violent, parce que ça a été un joueur fabuleux, mais aujourd'hui, Neymar, on ne sait même pas s'il n'est pas encore blessé, parce qu'il a une blessure au mollet, et les mollets, on sait que ça peut être compliqué à gérer. Non, je pense que Daoud, il parle de la disparition du football samba au Brésil. Ils sont dans la même problématique que la France, par exemple. Aujourd'hui, ils doivent vendre, et les gamins qui arrivaient, les joueurs brésiliens qui arrivaient à l'époque en Europe à 19, 20 ans, 21 ans, après avoir découvert quand même le championnat professionnel au Brésil, aujourd'hui, ils arrivent à 16, 17 ans. Les clubs, ils mettent 70 millions dessus, c'est impossible pour les Brésiliens de refuser. Et puis, ça permet au football brésilien d'être aujourd'hui le plus riche au niveau local. Ah oui, complètement. Là-bas, au niveau Amérique du Sud, c'est le plus riche. C'est pour ça que Botafogo est capable de gagner des titres au niveau continental. Mais moi, j'en attends plus rien ce football-là. Je voudrais défendre quand même un peu Neymar, parce que Neymar, tu le mets numéro 9 de la sélection brésilienne. Même un Neymar à 50% de ses possibilités, c'est mieux que Thiago. Oui, parce qu'il y aurait l'attention de deux défenseurs sur lui. Non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, il a plus son coup de rein. En plus, en numéro 9, il sera pas obligé de trop courir. Tu peux le préserver. Mais un défenseur qui défend sur Neymar aujourd'hui, une fois qu'il a le ballon dans les pieds, c'est compliqué. Mais pour que le ballon il arrive jusqu'à ses pieds, je pense qu'un défenseur, un mec comme Gabriel, qui va être dans son équipe pour le coup, mais si on doit transposer, un mec comme Gabriel, il est sur la vivacité, sur le temps de passe, il lui passe devant. Toi, Neymar, il apporte plus la magie d'avant. Non. C'est certain. Je pense qu'il a plus le coup de rein. C'est vrai qu'à 50%, il peut encore donner un coup de main au que Brésil. Techniquement, il soit fabuleux, il n'y a pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, le football, dès qu'on parle de foot, on parle de quoi? D'intensité. Physique, ouais. On parle d'intensité. Et c'est pour ça qu'on parle de la disparition des Brésiliens. Ils sont européanisés, ils sont devenus un peu plus athlétiques. Igor Thiago, c'est pas le meilleur attaquant du monde, sauf qu'il est puissant, il est dos au but, il est compliqué à jouer, il prend des ballons de la tête. C'est pas forcément le football qu'on aime, mais c'est le football actuel. Et on a de la chance d'avoir des joueurs comme on a en équipe de France. Jean-Gabriel, d'après toi, après cette prestation, même si on avait un peu une idée de la qualité du football marocain, mais est-ce que le Maroc est devenu un candidat crédible dans cette Coupe du Monde ? Et même favorite à cette Coupe du Monde? Pour tout avouer, moi je mettais pas le Maroc forcément dans les équipes susceptibles avant ce match susceptibles de remporter la Coupe du Monde. Il y a des joueurs on parlait de Bouhaddi tout à l'heure, mais il y a des joueurs qui m'ont vraiment, vraiment surpris. Et je trouve qu'ils ont une qualité technique qui est assez forte. Et voilà, ça fait, je pense qu'ils rentrent dans les 4-5 équipes qui sont susceptibles effectivement d'aller au bout de la compétition. Je suis entièrement d'accord. Ils ont un milieu de terrain qui est hyper technique. Franchement, Ounaoui, El Agnaoui et Bouhaddi pour leur prendre le ballon. Il cavale. Et puis techniquement, c'est propre. C'est une équipe qui joue très très bien au ballon. Non, c'est une équipe qui peut aller très très loin. Déjà, à la CAN, on regardait un petit peu la CAN, là. C'était vraiment très bon, structuré et tout ça. Moi, je les vois aller loin. J'ai un parti pris, mais
Mais je pense que, ouais. Et d'avoir changé de sélectionneur, c'est pas plus mal. Je trouve qu'il y a un peu plus vers l'avant. Je trouvais Regragui un peu trop européen. Et puis un peu plus de jeunesse. Il y a un peu plus de jeunesse, un peu plus vite vers l'avant. Je pense qu'ils peuvent faire mal. Mais entre-temps, il y a eu quand même l'arrivée de Boadi qui change quand même le jeu d'une équipe. Exactement. Et un numéro 9, je dis moi que j'étais jamais fan de ce qu'il y avait avant. Mais là, je trouve qu'ils ont... dans toutes les lignes, là... Ah oui, c'est Barry. C'est Barry, quoi. C'est Barry, j'aime beaucoup ce poste-là. Qui signe au Bayern pour ça. J'ai appris ça qu'il allait signer au Bayern Munich. Il a signé pour 55. Avant ce match. Donc le Bayern a eu encore le nez fin. Je voudrais quand même réagir là-dessus. Le saviez-vous, le Maroc a aligné 11 joueurs nés en dehors de son territoire. J'ai vu que c'était pas vrai, je crois, parce que Ounahi, a priori, il est né au Maroc. Mais j'ai vu passer l'info, mais... Quand il sort, il y a 100% des joueurs. Mais Ounahi, il est né au Maroc, il me semble, et il démarre. Donc, mais j'ai vu l'info. Et quand il sort, il n'y a plus de joueurs nés au Maroc. C'est ça. Enfin bon, c'était juste une parenthèse, messieurs. Messieurs, on va continuer plutôt par un quatrième sujet, la sécurité au mondial. Entre les grands événements mondiaux et les foules attendues dans les stades, la sécurité est-elle devenue l'enjeu central de cette Coupe du Monde, Daoud? Bon, il y en a un qui s'est mis encore en évidence. On va parler de lui encore. C'est le président des États-Unis, en fait. C'est lui qui fait tout ça. Quand c'était le Qatar, là, tout le monde a scruté le Qatar, là, moindre truc. Ça, c'est l'une des plus belles Coupes du Monde qu'on ait eues en termes d'accueil. Là, on voit des gens sur le tarmac de l'aéroport, des gens qui ne peuvent pas venir au pays. On refuse le meilleur arbitre africain. Tout ça, alors, sécurité, je veux bien. Ça reste quand même une Coupe du Monde, c'est festif. Je pense qu'ils ont quand même les moyens d'organiser ça. Voilà, ils mettent à mon avis. Alors, s'il arrive rien, tant mieux. S'il arrive quelque chose, on leur donnerait raison en disant ils avaient bien fait d'avoir mis autant sur la sécurité. Mais là, je trouve que c'est un peu trop pour une Coupe du Monde. C'est une festif avant tout. Kevin, les États-Unis surjouent-ils la carte de la sécurité? La sécurité, c'est la priorité, évidemment, quand il y a des événements. Ça, j'entends. Après, la problématique, c'est qu'on a un regard de Français. Sauf qu'en fait, c'est pas notre pays. Ils sont chez eux. D'accord ou pas d'accord, en fait, on n'a même pas notre mot à dire. Je trouve ça dommage, évidemment, qu'il y ait autant de polémiques. Maintenant, à partir du moment où il y a des règles qui sont établies... Tu vois, ce qui est gênant, c'est qu'ils ciblent un public. Je veux parler clairement. Ils ciblent un public. C'est l'Iran, c'est Somalien, c'est le Sénégal, voilà. Les footballs africains ou les gens de la consonance musulmane, on a l'impression que c'est eux qui sont tout de suite dans le truc, là. Alors, je sais pas, je suis peut-être parano, mais moi, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas les mêmes problèmes. C'est partagé par un grand nombre. Pour d'autres nations, on n'a pas entendu. Ni la Suède, ni... pas les mêmes problèmes. Non. Cause, un peu, il y a la politique mondiale en ce moment, avec l'Iran, tous les problèmes qu'on connaît. Je pense que ça joue, alors c'est du foot. Exactement. Il ne faut pas mélanger... malheureusement, ces derniers temps, on mélange la politique et le foot. Il y a deux choses différentes en fait. Il y a la sécurité aux abords des stades et avec tout l'encadrement policier. Et la deuxième chose, c'est la police migratoire en fait. Parce qu'il y a certains pays qui sont blacklistés par les États-Unis. Donc que tu viennes avec un sac d'arbitre ou un sac de joueurs de foot, c'est pas le problème de la politique de l'immigration aux États-Unis. Il y a les mêmes devoirs et les mêmes règles à respecter, et ça peut aboutir à des choses qui sont dramatiques, comme le retour chez lui de l'arbitre somalien. Ouais, mais la FIFA à un moment donné, je comprends que la FIFA ne puisse pas imposer au pays qui reçoit la compétition des règles. J'entends. Mais à partir du moment où la FIFA a sélectionné un arbitre, après, peut-être, attention, il y a peut-être une très bonne raison pour laquelle il a été refusé sur le sol. J'ai entendu des choses, mais comme il n'y a rien d'officiel, je ne vais pas m'exprimer ici, ce n'est pas l'objet. C'est vrai qu'il y a malheureusement beaucoup de pays africains qui sont ciblés. J'ai entendu dire qu'ils... Ou blacklistés, en tout cas. J'ai entendu dire qu'ils ne délivraient aucun visa pour les ressortissants sénégalais ou ivoiriens, sauf s'ils étaient capables de donner 10 000 € de caution. Vraiment mais ça, c'est la règle aux États-Unis. C'est pas par rapport à la Coupe du Monde. Il faut donner effectivement entre 10 et 15 000 $ de caution, indépendamment de la Coupe du Monde. Donc, ils n'ont pas fait des règles spécifiques pour la Coupe du Monde. Oui, mais ils auraient peut-être dû en faire, justement. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû... Alors, attention, les gens qui ont un casier ou qui ont un historique... Moi, j'étais aux États-Unis il n'y a pas très très longtemps. Il faut quand même montrer patte blanche sur pas mal de choses. Maintenant, je trouve ça dommage, en fait, parce que ce côté festif, on le perd. Complètement. Alors, évidemment, les populations locales, ceux qui habitent aux États-Unis, qui sont originaires de X ou Y pays, ont la possibilité d'aller au stade, encore heureux.
Mais c'est vrai que ce qu'on aime, c'est de voir la mixité, c'est de voir les gens qui font la fête ensemble. Et ça, on le perd. Et malheureusement, ce côté politisé du football est mis en avant depuis le début de la compétition, alors que on en parle tout le temps. Aujourd'hui, ce qui rend les gens heureux, c'est les Jeux Olympiques, c'est la Coupe du Monde. C'est ça qui fait que les gens se rassemblent, se sont unis pendant des moments où le reste du temps, ils se regardent même pas. Et on perd un petit peu ce côté-là. Alors, on a vu des belles images de fête, comme avec le Curaçao et les joueurs, les supporters. Il y a même un pilote de l'avion qui dansait. Les stades, déjà, la plupart, ils sont remplis. Ouais, il y a toujours de la fête. Ouais. Donc, pour l'instant, rien n'est perdu. Daoud, peut-on garantir encore des stades totalement sûrs dans un contexte international tendu ? Moi, je pense que sur ça, ils sont très bons. Je pense que dans les stades même, regarde, c'est rarement dans les stades qu'il se passe des problèmes. Toutes les Coupes du Monde, on n'a jamais un problème dans les stades, quasiment. De mémoire, je me souviens pas. Alors, j'étais peut-être avant, je me rappelle pas, mais je pense pas que ce soit là-dessus. Après, ils sauront. Moi, je pense qu'ils sont très bons là-dessus, dans la gestion de leur stade, aux alentours. Même si aujourd'hui, avec l'Angleterre, il y a des fusillades, mais bon, c'est localisé. Mais après, je pense que la Coupe du Monde, ça doit fédérer plus que ça doit essayer de rassembler. C'est plus ça. S'ils arrivent. C'est bien d'être rigide sur certains points, et ça je peux comprendre. Ils protègent leur pays, ils protègent leurs concitoyens, et c'est normal. Ils sont sur une vitrine Coupe du Monde, tout le monde les regarde. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi d'assouplir pour cet événement ? Je pense que ils sont capables de le faire. Oui. Excuse-moi, pour revenir sur la FIFA, alors je vais taper sur personne, mais pour l'histoire de l'arbitre, j'ai entendu dire que c'était pas possible de l'isoler et de le mettre sur les matchs ayant lieu au Canada et au Mexique, parce que les arbitres étaient recentrés en Floride, je crois. Le mec, il pouvait pas avoir une chambre d'hôtel quelque part. C'est pas possible. On pouvait pas le laisser au Canada tranquille tout seul, et on le déplaçait sur les matchs au Canada ou au Mexique. Ça aurait évité la polémique, ça aurait permis à cet arbitre de participer à l'événement. En fait, il y avait moyen, je pense, de contourner certaines interdictions pour rester dans le cadre de la fête. A priori, c'est un excellent arbitre, puisqu'il est meilleur arbitre africain. Si le mec il a mérité sa place, on trouve une solution. Ok, au niveau politique, on ne veut pas s'immiscer dans les règles des pays hôtes, mais on trouve des solutions en tant qu'organisateur de la compétition. Intéressant, merci Kevin de l'avoir souligné. Chers auditeurs, auditrices, on va passer au 5e sujet de l'émission. Le 100% football amateur, spécial Coupe du Monde 2026. Alors, je le dis pour ceux qui nous écoutent à l'écran, le 5e sujet, c'est l'été où le foot manquera d'air. Cet été, entre la chaleur écrasante et un calendrier toujours plus chargé, le football peut-il vraiment survivre sans s'essouffler, Jean-Gabriel ? La chaleur, les États-Unis ont trouvé la parade. C'est la fameuse pause fraîcheur qui est un peu une excuse pour faire passer plutôt de la publicité. De l'argent surtout, oui. Et du coup, ça fait le but, en fait, c'est d'avoir des séquences de jeu plus intenses, sachant qu'il va y avoir des cartons, en fait, comme pas mal de sports aux États-Unis. Et je pense que la FIFA fera un bilan après la Coupe du Monde de savoir comment ça s'est passé, en fait. Quel est ton regard sur ce début de compétition, Kevin ? Déjà, je suis curieux de voir si c'est quelque chose qui va rester ou pas après. On n'espère pas. On l'a vu d'ailleurs sur le match Allemagne-Curaçao, où il y avait 1-1 avant la pause, et puis forcément, à un moment donné, ça a joué. Mon regard, aujourd'hui, le nombre de matchs, il est délirant. Il y en a de plus en plus. Après, nous, en tant qu'amateurs de foot, on sait très bien que s'il y a du foot toute l'année, on n'est pas malheureux. Mais pour garder un spectacle de qualité, je pense que c'est quand même bien que les joueurs puissent à un moment donné souffler. Parce que une année sur deux, il y a la Coupe du Monde des clubs. L'autre année, il y a la Coupe du Monde où il y a l'Euro, ou la CAN. À un moment donné, en fait, les joueurs n'ont plus de vacances. On va, je pense, ça va pas aller dans l'autre sens. Non, il n'y en aura pas plus, c'est certain. En tout cas, il n'y en aura pas moins. Aujourd'hui, pour moi, il y en a trop. Il y a le côté chaleur. On joue aux États-Unis en plein été, on sait qu'il peut faire chaud. Quand ils annoncent des trop grosses températures, ils ferment les stades quand c'est possible, donc ça c'est positif. Mais je pense qu'à un moment donné, pour donner... Est-ce que c'est positif aussi pour les joueurs qui sont sur le terrain ? Parce que comme tu fais bien de le rappeler, quand il y a une trop grosse chaleur, ils ferment les terrains. C'est des terrains climatisés. Oui. Mais est-ce que ça ne va pas jouer quand même sur la performance des joueurs ? S'il fait 22 degrés ou 25 degrés dans le stade, on aura, je pense, un match de grande qualité.
Après, c'est sûr que quand il se met à faire 40, c'est plus compliqué, mais c'est la réalité aussi du football. Quand il fait -7, -8, on peut jouer. Donc, sinon, on fait du basket, on fait un sport en salle, et c'est une autre réflexion. Moi, je pense surtout qu'il y a trop de matchs aujourd'hui, et ça serait bien que les athlètes, qui sont les personnes qui nous donnent le spectacle, puissent souffler à un moment donné et avoir une vraie pause. Daoud, je te redonne le ballon, étant donné que tu as le maillot du Maroc. Selon toi, cette Coupe du Monde peut-elle favoriser les clubs, les pays africains avec cette forte chaleur? Bon, ils jouent en Europe, la plupart. Donc, durant pas la sûr. CAN, Ouais, mais ça tape. En fait, je pense que la question, là, c'est l'été ou à manquer d'air. Mais de toute façon, le réchauffement climatique fait en sorte qu'on va devoir s'adapter à ça. Tous les stades ne sont pas climatisés. Alors, on parle de la Coupe du Monde. Donc, ils vont équiper leur stade, de la clim, comme on l'a vu au Qatar et tout ça. Mais après, si tu prends en championnat de France, les stades ne sont pas climatisés. On va devoir s'adapter. Alors, la pause, on a bien vu, 3 minutes 30, on a vu que l'arbitre, il a dû attendre que la pub se finisse. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ces exemples-là, mais plutôt dire, mais de toute façon, on va devoir s'adapter. Comme je dis, on joue toute l'année quasiment aujourd'hui. Maintenant, il y a des matchs toute l'année. Alors, on a vu le PSG l'année dernière, ils n'ont même pas fait de coupure quasiment. Alors, et puis l'été, il fait de plus en plus chaud. On monte à des moyennes à 40, même en Europe. On va devoir adapter notre façon d'entraîner, notre façon de faire, de voir le foot professionnel, les coupures peut-être un peu plus longues parce qu'il fait plus chaud. Je pense que c'est une adaptation qu'on. De toute façon, l'être humain, c'est toujours adapté à tout. Alors, on va bien s'adapter. Le football, vas-y. Une des raisons aussi des fameuses coupures, c'était pour s'adapter au rythme des télévisions américaines. Et dans les audiences que j'ai regardées, ils ont été très surpris des audiences réalisées aux États-Unis par l'équipe américaine. Contre le premier match, c'était contre le Paraguay. Oui. 4-1, et c'était le même soir que la finale de championnat de basket, les Spurs contre les Knicks. Ouais. Et le foot a fait plus d'audience que le basket. Le foot a fait télé, plus que le basket. À la télé. Et c'est une véritable révolution aux États-Unis. Mais pour te laisser la parole, Jean-Gabriel, le football est-il en train de perdre son identité à force d'enchaîner les compétitions? Après, les compétitions, elles sont quand même bien cadencées. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Moi, ce qui me choquerait, c'est qu'on passe à un rythme différent. Arsène Wenger, à un moment donné, prenait une Coupe du Monde tous les 2 ans. Là, je pense effectivement ça casserait un petit peu le mythe de la Coupe du Monde. Mais tant que ça reste quand même assez espacé, il faut que l'événement soit rare en fait pour qu'il soit reconnu. Donc 4 ans, moi ça me semble très bien. Surtout que là on est à 48 clubs. Peut-être qu'à la prochaine 2030 on risque de faire augmenter, d'évoluer vers plus haut. Ah ouais, Curaçao, tout ça, tout le monde est content et tout ça. Oui. Après, moi je regarde après la qualité des matchs, quoi. Parce que t'arrives en fin de saison, les joueurs sont émoussés, avec des champions, les matchs internationaux, on voit la qualité. Après c'est au détriment de la qualité. Plus tu vas en faire, forcément, à un moment donné, sur le plan athlétique, sur le plan mental surtout, tu gères des fatigues. Est-ce que les matchs sont toujours intéressants en termes de qualité pure? Alors, c'est bien de voir les équipes qu'on ne verra jamais. Moi, je trouve ça formidable. Maintenant, parce qu'ils l'ont mérité sur le terrain. Ils l'ont mérité. Ça peut être fun de voir ça. Maintenant, est-ce que vous allez suivre les 104 matchs? Est-ce que vous allez regarder à 4h du matin certaines équipes? Et la qualité du spectacle proposé, voilà, en tant qu'amateur, lambda, je dirais, ouais, c'est beau à voir, parce qu'on voit la fraternité qu'il peut y avoir entre des gens qui ne se connaissent pas en temps normal. C'est magnifique. Maintenant, en tant que. Dans l'exigence du footeux qu'on peut être, il y a des matchs, franchement, c'est très, très moyen. Vraiment. C'est dur à voir, c'est dur à regarder. Moi, j'ai du mal. Ouais, moi, j'ai vu le match d'ouverture déjà, Mexique, Afrique du Sud, c'était moyen. C'est dur. Ouais, mais moi j'ai un autre avis parce que je trouve que pour un match d'ouverture, enfin bon, de ce que j'ai pu voir il y a les années d'avant, les matchs étaient fermés en match d'ouverture. Je trouve que là, ça allait d'un côté à l'autre. Après, le niveau ça allait surtout dans le sens du Mexique vers le rendez-vous. Mais il y a des équipes moyennes, oui, bien sûr qu'il y a des équipes moyennes. Après, j'ai pas regardé ce que ça donnait, mais il y avait le Cap-Vert qui faisait match nul contre l'Espagne à la mi-temps. C'est quand même, je sais pas ce que ça donne à l'heure actuelle, mais c'est quand même une perf. Mais je pense. Il y a toujours 0-0, nous dit Damien. C'est incroyable, on doit pas être loin de la fin. Oui. Ça serait une sacrée. Ça serait la première surprise du mondial. Mais bon, voilà, il y a évidemment beaucoup de matchs. La qualité est médiocre pour l'instant. Après, on sait que dans 3 matchs, aux éliminations directes, le niveau il va monter obligatoirement. Et puis, encore une fois, je pense qu'avoir des sélections qu'on voit jamais d'habitude, ça reste agréable, même si le niveau est pas dingue. On est d'accord. Dernier mot peut-être, Jean-Gabriel.
Non, après, la compétition, elle va changer à partir de la phase élimination directe. Donc, on va retrouver quelque chose de différent. Et puis, je pense que les grosses équipes sont quand même managées pour monter en puissance au fur et à mesure de la compétition. Donc ça, je pense qu'on le verra assez nettement. Pour aller dans ton sens, si le résultat se concrétise, l'Espagne ne fait pas le bon résultat pour l'instant, en tout cas. Mais tout peut arriver. On l'a vu avec le Qatar qui a égalisé, je crois, dans les arrêts de jeu face à la Suisse. Donc tout peut arriver et c'est ce qu'on aime dans le football. Chers auditeurs, auditrices, on va terminer par le dernier sujet, par le sujet du sélectionneur tricolore, sa dernière compétition avec les Bleus. Didier Deschamps va-t-il nous manquer, je le rappelle, 11 années comme joueur, puis 14 comme sélectionneur depuis 2012. Va-t-il laisser un vide chez les Bleus? Petit tour de table, Jean-Gabriel. Oui, non? Il va laisser un vide, oui, forcément. Kevin? Oui, non? Oui et non. Oui et non. Il va laisser un vide si le nouveau il gagne pas. Oui, il va laisser un vide. Je te redonne la parole, Kevin, parce que le oui-non, je ne connaissais pas encore. Pourquoi le oui-non pour Didier Deschamps? On sait ce qu'on va perdre. Didier Deschamps, il est ce qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Aujourd'hui, force est de constater que l'équipe de France fait partie quand même des sélections qui sont respectées. Je pense qu'on peut dire malheureusement que ce n'était pas le cas quand il est arrivé. En tout cas, ce n'était plus le cas. On sortait d'une période très compliquée, même si Laurent Blanc avait un peu remis certaines choses en place pendant 2 ans. 2 ans, ça va très vite pour un sélectionneur. Il a juste eu le temps de faire un Euro. Donc ok, Deschamps, d'un point de vue du jeu, on aurait pu en attendre plus. On avait des joueurs pour faire des choses différentes. Il a quand même eu des résultats très corrects. On a gagné certes qu'une Coupe du Monde. Très correct, excusez-nous. C'est plus que très correct. Non, mais voilà. C'est fabuleux quand même les résultats. Oui, mais en 14 années, il a gagné qu'un titre. Ça aurait pu être exceptionnel. Et 2 finales. Il faut voir où est-ce qu'il prenait l'équipe de France aussi. C'est ça. L'équipe ça de aurait France, pu être exceptionnel parce qu'il perd un Euro en finale, il perd une 2e Coupe du Monde. S'il fait le triplé, là, on se dit c'est extraordinaire. Il faut déjà y aller en finale aussi. Évidemment. Non, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est très correct. Enfin, je pèse mes mots. Moi, Didier Deschamps, partout où il passe, ça gagne. Après, c'est sûr que c'est pas le tacticien qui va mettre en place l'animation offensive la plus fabuleuse. C'est pas huilé comme l'Espagne, des fois le Portugal qui fait des choses extraordinaires ou l'Argentine par exemple. Mais aujourd'hui, on peut que saluer son travail. Donc oui, moi sur cet aspect-là, il va me manquer. Maintenant, on a aussi besoin de voir autre chose. On a quand même une génération très talentueuse. On a aussi envie de voir ce que le potentiel futur sélectionneur va faire. On a tous un nom en tête. On en a un. Moi, je demande à voir. Après, il y a peut-être un peu un délit de sale gueule sur Didier Deschamps. Je n'ai pas le peur de le dire. C'est que c'était un joueur besogneux, qui n'était pas forcément le joueur qui était apprécié. Je pense que si l'ancien numéro 10 de l'équipe de France avait son parcours en sélection en tant que coach, on aurait dit que c'était fabuleux. Donc voilà, je mets beaucoup de respect sur le travail qu'a fait Didier Deschamps. On a quand même envie de voir autre chose après 14 ans. Daoud, je te laisse la parole. Deschamps... Oui, il va te manquer. Il va me manquer parce qu'à partir du moment où tu fais de tels résultats... Et d'ailleurs, il a donné une interview il n'y a pas longtemps à des Anglais, je crois. Ouais. Et il disait que ils étaient choqués que lui dise que dans son propre pays, il y a un délit, un peu comme il disait Kevin, là. On sous-estime un peu la patte qu'il a eu, l'influence qu'il a. Alors après, ça joue sur les détails. Le Portugal, c'est une frappe miraculeuse à la 114e. Là, après ça, l'Argentine, ça joue au tir au but. En tout cas, il a emmené l'équipe de France au plus haut niveau. Il a gagné une Coupe du Monde. Après, le futur sélectionneur qui serait Zinedine Zidane, moi au Real, je suis désolé, mais c'était pas le jeu du Barça. À une touche de balle, on croit que c'est dans l'imaginaire que le numéro 10 qu'il a été. Une sélection, il l'a gagné. Surtout qu'il y avait deux galactiques au milieu de terrain. Est-ce qu'on va accepter une équipe qui joue bien au ballon et qui perd, ou une équipe qui joue peut-être moyen et tout, mais qui va nous gagner des titres? Le sélectionneur, ta fierté, c'est quand tu gagnes. Je suis désolé, on n'est pas dans un football de club, non. Moi, alors me manquer, je dirais pas parce que je m'ennuie. Pour très longtemps, je me suis ennuyé de voir son équipe jouer. Mais en termes d'efficacité, quand on est amateur de résultats avant tout, qu'est-ce qui fait la qualité? C'est de gagner les matchs. C'est vrai, ça lui donne raison. Et les gagnants, ils vont. Jean-Gabriel, il va te manquer Didier Deschamps? Oui, il va me manquer dans le sens où je trouve que c'est quand même difficile de dire qu'il a un bilan très correct ou très, très correct. Il a quand même un bilan magnifique comme sélectionneur. Donc imaginons Pour toi, le bilan est magnifique de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Il a gagné une Coupe du Monde. Il va peut-être en gagner une deuxième cette année. Alors c'est hyper pragmatique, c'est hyper prudent, hyper cartésien.
Je conçois qu'on puisse s'ennuyer quelquefois en regardant les matchs de l'équipe de France, mais Didier Deschamps, qu'on le veuille ou non, c'est quand même le symbole de la gagne en fait. Et une équipe de France qui gagne, c'est toujours la pièce qui tombe du bon côté. Et avec Deschamps, elle tombe souvent du bon côté. C'est vrai que je ne sais pas si vous vous rappelez de ses premiers mots lorsqu'il est arrivé à la tête des Bleus. Il a dit le maillot bleu n'est pas au-dessus de tout, il est tout. Ça résume bien le Didier Deschamps qu'on a connu. Kevin. C'est ce que lui dégageait en tant que joueur. Et je pense qu'il a un amour profond pour le maillot de l'équipe de France, comme Zidane, qui l'a déjà dit plusieurs fois. Je pense qu'il est très fier d'être sélectionneur et qu'il aurait sans doute aimé l'être encore un petit peu. Alors, il y a peut-être un peu d'usure. Maintenant, c'est quand même un poste qui lui va comme un gant. Parce que c'est pas comme le métier d'entraîneur où tous les 3 jours, on est remis sur le grill. Là, l'avantage, c'est que, il a des périodes, notamment sur les compétitions internationales, où pendant 2 mois, il est au taquet. Mais après, sinon, il voit les joueurs une fois tous les mois et demi. Ça lui permet d'être tranquille. Enfin, on l'a vu déjà physiquement. Hein. Moi, je me souviens comment il était à la sortie de l'OM. Il était lavé. Là, il est bien, il est fit. Et puis, je pense qu'on a déjà de la chance d'avoir un sélectionneur comme ça. Tous les pays du monde nous l'envient, ça faut le dire. Après, on va voir autre chose parce qu'il a fait 14 ans. Il faut le saluer. C'est très long. Je ne sais même pas si ça a eu lieu dans l'histoire pour l'équipe de France. Ouais. Daoud, es-tu d'accord avec ça que Didier Deschamps, il cherche pas à être aimé, mais à être compris? Ouais. Quand même, dans l'interview qu'il donne, tu sens que ça le pèse un peu quand même. Bien sûr. Tu vois, peut-être pas voir. Tu as parlé d'amour. Peut-être l'amour que les gens devraient lui rendre par rapport à ce qu'il a fait. Je pense que l'Italie, là, ils aimeraient bien avoir Deschamps en sélection italienne. Hein. Je pense qu'ils vont l'avoir. Je mettrais bien une petite pièce parce que l'Italie, c'est très longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Regarde, Didier Deschamps, quand il arrive à Marseille, Tapi lui dit on veut pas de toi. Il va à Bordeaux, il revient, il persiste pas sur toi, il insiste. Oui. Et c'est quelqu'un qui est un acharné de travail, qui fait passer le collectif. Alors, on peut le pas aimer, c'est la façon de faire. Mais sur ce qu'il a donné l'équipe de France, elle a l'image de ce qu'il a été. Après, je pense qu'il a fait 14 ans, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il faut changer? Peut-être, on verra si la suite donne la raison. Mais en tout cas, chapeau pour tout le reste qu'il a pu donner à l'équipe de France. Pour ce qu'il a fait. Jean-Gabriel, selon toi, on anticipe sur le futur Zinedine Zidane, forcément le successeur? Oui, forcément le successeur. Je pense qu'il a eu pas mal de propositions depuis un moment. Il les a toutes déclinées parce qu'il savait que son heure allait arriver après la Coupe du Monde 2026. Donc je pense que l'histoire, elle est déjà écrite. Ouais. Mais parce que c'est vrai qu'on attend énormément de Zinedine Zidane. Est-ce qu'il pourra se mettre au niveau de Didier Deschamps? Après, seul le gain des victoires dans les compétitions donne raison. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du jeu, on va s'attendre à une équipe avec Zinedine Zidane. Une équipe de France un peu plus flamboyante au niveau du jeu. Est-ce que c'est pour ça qu'elle gagnera l'Euro ou la Coupe du Monde? Ça, c'est une autre histoire. Je suis pas sûr. Moi, c'est là où je suis un peu. J'espère qu'il ne fera pas comme au Real, parce qu'au Real, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était pas le flamboyant. Le Real Madrid, quand il était, il a gagné 3 Ligues des Champions, mais c'était pas le meilleur jeu qu'on ait vu. Donc, personne ne va juger sur il faut qu'il gagne. L'équipe de France, il faut gagner. On lui reprochera de bien jouer et de perdre. C'est-à-dire les années d'avant, là. Les années où on ne gagnait rien, 82, là. Les années Platini. Bien et tout, mais on ne gagne pas. Il a fallu 84, après, les plus beaux losers. Il va devoir trouver cet équilibre. Messieurs, avant de terminer, si vous deviez résumer l'ère Deschamps en un mot, réussite, prudence, efficacité, Kevin? Je dirais réussite. Réussite, ouais. Daoud? La gagne. La gagne, très bien. Avant tout. Ouais, la chance. La pièce tombe souvent du bon côté. Tu veux parler de son animal préféré. De son animal de compagnie. Ouais. Mais c'est vrai, il faut reconnaître. Hein. Il faut le reconnaître. Mais c'est pas qu'une fois, c'est ça. Ça arrive une fois, tu peux dire c'est la chance. Mais quand c'est plusieurs fois, il y a peut-être autre chose que ça. Et la réussite, elle est souvent pour lui. C'est vrai. En tout cas, merci messieurs d'avoir participé à ce débat. On attend ce match d'ouverture demain avec impatience. France-Sénégal, on verra. De toute façon, le match se joue sur le terrain. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous pendant plus de 55 minutes. Et j'espère que ça a été le cas également pour les auditeurs et les auditrices qui nous ont écoutés. Merci à Damien et à Axel pour la technique. Toujours en rendez-vous, messieurs. Merci encore. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas, le football, ce n'est que du plaisir. Ciao.